moi, bonjour à tous, je suis Antoine Briffaut, je travaille pour l'association Gentiana, qui est une société botanique donc, qui étudie les plantes, uniquement les plantes. Et alors moi, je travaille dans le cadre de l'animation nature et responsable aussi vie associative, gestion des adhérents, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un gros programme sur lequel on travaille qui s'appelle Sauvage de ma rue. Donc Gentiana le décline en Sauvage de ma métro, mais en fait c'est l'étude de la flore urbaine. Donc ce programme, il a été lancé par le Muséum d'Histoire Naturelle, le Muséum National d'Histoire Naturelle, donc un bel établissement français de 2000, un peu plus de 2000 personnes qui travaillent quand même, notamment une scientifique qui s'appelle Nathalie Machon, qui a décidé d'étudier la flore urbaine, avec tout ce qui tourne autour, toutes les questions qu'on peut se poser, c'est comment elle arrive à s'implanter, comment interagissent les plantes les unes avec les autres, avec les insectes, etc. etc. Pour avoir justement le développement du réseau sur l'ensemble de la France, elle s'est mise en partenariat avec Tela Botanica, qui est une association elle aussi de botanique, mais du coup au niveau national, donc qui regroupe d'autres petites associations adhérentes, dont Gentiana. Donc Gentiana, qui est une société botanique, mais uniquement en Isère, qui a principalement l'objectif d'étudier la flore en Isère, donc au travers notamment des inventaires ou des études de terrain. Et il y a également un volet donc animation, éducation à l'environnement, sensibilisation, on appelle un peu comme on veut, mais auprès des adhérents et aussi du grand public, parce que acquérir de la connaissance, ok, mais du coup, on essaye aussi de la diffuser. Et pour ce genre de programme, c'est important de le diffuser. Je vous explique après, parce que j'ai loupé du coup le Sauvage de ma rue, quel était ce programme. Et il y a également un volet accompagnement des collectivités. Sur la gestion différenciée par exemple, sur la gestion des espèces exotiques envahissantes, toujours on parle des plantes. Donc je reprends Sauvage de ma rue, donc c'est un programme de sciences participatives, ça veut dire que tout le monde peut y accéder. Du plus amateur au plus confirmé, tout le monde peut y participer. Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'au niveau national, eh bien, Nathalie Machon, elle reçoit énormément de données, et c'est grâce à ça qu'on peut ensuite faire des études. Voilà, donc végétation urbaine, en fait, elle a tout son intérêt d'exister, notamment des pollutions des eaux de surface, aide à la dépollution de l'air aussi, limite les contrastes de température, entre le chaud et le froid, une zone complètement bétonnée, et bien forcément les écarts de température vont être beaucoup plus importants que s'il y a un espace un peu de gazon, d'arbres, etc. Et puis plaisir des habitants, parce que mine de rien, les parcs urbains, on les utilise, on est content de les avoir, et puis il y a tous ceux qui aiment faire de la photo, observer, etc. Donc ce programme Sauvage de ma rue, il a deux gros aspects. Un aspect scientifique, voilà, Nathalie Machon et son équipe s'occupent de tout ça, et un aspect pédagogique. Donc l'objectif scientifique, c'est l'écologie, travailler sur l'écologie urbaine, donc les interactions des espèces entre elles et dans leur milieu. Voilà, donc fonctionnement de la biodiversité et comment se dispersent les plantes en milieu urbain, comment est-ce qu'il y a plus d'espèces, plus de telle famille par exemple qui va être beaucoup plus présente en milieu, en centre-ville et telle autre à l'extérieur. Enfin voilà, c'est l'étude de manière générale, objectif pédagogique, donc permettre de se familiariser avec la flore citadine, parce que souvent on la considère comme mauvaise herbe et inutile, donc on a tendance à soit passer le Karcher parce que de toute façon on n'a plus le droit
aux produits phytosanitaires. Là, c'est Karcher, il y en a qui brûlent, il y en a qui balayent, enfin voilà, il y a plein de méthodes. Et sensibiliser à l'environnement parce que voilà, ces plantes ont toute leur utilité. Et il y a également en fait, une approche possible. Ça peut être une première approche pour la botanique si on a envie d'étudier les plantes. Parce que forcément, c'est souvent les mêmes plantes qui reviennent. Alors parfois, on a des surprises. Mais souvent, c'est les mêmes plantes qui reviennent. Et c'est vrai que c'est un bon embranchement pour aborder la botanique dans un premier temps. Alors là, c'est plein de questions qu'on se posait. Donc, ok, on collecte un inventaire, mais pour faire quoi? Pour comprendre quoi? Donc, est-ce que la ville peut jouer un rôle dans la dynamique de la biodiversité? Est-ce qu'elle peut être, par exemple, elle peut permettre d'être un corridor ou en tout cas des étapes pour que les espèces puissent se déplacer? Comment sont distribuées les espèces au sein d'une même ville? Est-ce que des espèces qui craignent moins les fortes chaleurs vont se retrouver beaucoup plus en centre-ville et les espèces qui craignent un peu plus les fortes chaleurs vont se retrouver à l'extérieur? Peut-on observer des différences de flore entre le cœur? Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, voilà. Et leur dépendance aussi vis-à-vis des insectes, parce que donc ils étudient aussi quelles plantes dépendent des pollinisateurs. Parmi les objectifs pédagogiques, donc, il y a observer la biodiversité, comme je l'ai dit, connecter les citadins avec la nature qui les entoure, parce qu'on passe à côté sans s'en rendre compte, et en fait, il y a plein de choses à observer. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on commence à mettre le nez dedans, on n'en finit plus parce qu'on voit encore un autre truc, et ça n'en finit pas. Voilà. Et il y a une autre petite chose que Gentiana met en place, c'est justement l'accompagnement des collectivités. C'est-à-dire que, oui, il y a des zones qu'on définit qui ont tout intérêt à être vraiment aménagées parce qu'il y a beaucoup de public qui passe, etc. Ça peut être encombrant pour le passage ou quoi. Et en même temps, il y a des zones qu'on peut moins entretenir et laisser en fait la biodiversité prendre sa place et faire son développement de A à Z. Comme c'est un programme de sciences participatives et que tout le monde peut participer, l'idée c'est de minimiser les difficultés et en tout cas maximiser l'accès à tout ce protocole parce que ça reste donc un projet de recherche donc, avec des protocoles bien précis. Donc il y a choisir une rue. Déjà, ça c'est un premier temps. Ouais, mais quelle rue on va faire? Ah ouais, mais dans mon impasse, il y a vachement plus de plantes que dans le boulevard. Bon, je vais aller dans l'impasse. Et en fait, pas forcément. Nathalie Machon, elle disait qu'il faut se faire plaisir. C'est-à-dire que si on a envie de faire son impasse parce que c'est à côté de chez soi et qu'il y a plein de plantes et que ça nous intéresse d'aller inventorier notre impasse, on y va. Mais en même temps, c'est tout aussi intéressant de se rendre compte de la biodiversité qu'il peut y avoir sur un boulevard, parce qu'il y en a. Souvent, au boulevard, il y a des arbres, il y a même des trottoirs, des fissures, etc. Et en fait, il peut y avoir tout autant d'espèces, voire plus, que dans une impasse. Alors, l'idée, c'est pas forcément justement de revenir tous les 3 jours sur un même espace. L'avantage des plantes, c'est qu'elles restent. Donc, soit on travaille par saison, si on a envie de prendre tout le temps les mêmes rues, soit on travaille par saison, par exemple, pour voir l'évolution des plantes, soit on y travaille tous les ans pour voir en fait, l'évolution. Ou sinon, on change de rue tout simplement pour se faire plaisir et voir d'autres rues, voir d'autres quartiers, etc. Donc, un des outils qu'on a dans le cadre de Sauvage de ma rue, on n'est pas obligé de les utiliser, attention, c'est juste une manière aussi un outil palpable qu'on peut utiliser. Je pense notamment aux enseignants. Il y a des enseignants ou des professeurs qui ont envie d'emmener leurs élèves sur ce type de programme. La fiche terrain, c'est un objet palpable, c'est toujours plus agréable. Donc là, c'est la partie quelle rue j'utilise. Voilà, donc il y a également le côté pair ou impair, parce que des fois, l'ensoleillement va différer.
Voilà, ça c'est l'image de la fiche terrain. Ensuite, il y a le noter, le milieu, reconnaître et lister les espèces. Alors, noter le milieu, en vrai, c'est juste, j'allais dire, c'est indispensable, c'est important dans le sens où il va y avoir des espèces qu'on va retrouver sur les murs, qu'on va très peu retrouver, par exemple, sur les fissures, dans les fissures. D'autres espèces qui vont avoir besoin d'un sol un peu plus profond, donc on va les retrouver en pied d'arbre, etc. Donc, noter le milieu, c'est important. Faut les définir, mais en même temps, ils sont déjà prédéfinis dans la fiche terrain qu'on va voir. Alors là, on le voit peut-être pas très bien, mais voilà, il y a pied d'arbre, il y a les murs, il y a les plates-bandes herbeuses, il y a les haies, enfin voilà, tout ça, c'est déjà prédéfini. Donc aussi, l'avantage de la fiche terrain, c'est qu'on a tout. Et en plus de ça, c'est que recto, il y a tout ça, mais verso, il y a toute l'explication de comment procéder. Pour définir les espèces, soit on connaît, donc on y va, et puis en même temps, si on n'arrive pas à reconnaître une espèce, c'est pas grave, on note, celle qu'on connaît, c'est déjà bien. Ensuite, j'ai amené, voilà, c'est un petit guide qui coûte 12 €. Il y a 240 plantes, donc déjà, si on connaît les 240, c'est pas mal. C'est hyper accessible parce que c'est classé par couleur. Voilà, donc forcément, il faut quand même s'y pencher un petit peu, mais c'est classé par couleur de fleurs. Puis il y a même une petite clé de détermination au début en fonction de la forme des feuilles, etc. Donc ça, c'est un outil hyper pratique pour ce programme-là. Et il y a également, mais on verra une image tout à l'heure, et également une application smartphone. Faut être à l'aise à l'utiliser, mais ce qui est vachement bien, c'est que on peut déterminer en cliquant sur la couleur des fleurs, la forme des feuilles, etc., etc. Et après, il nous propose 5-6 espèces, et à nous de choisir parmi ces 5-6. On clique, on peut même prendre une photo et ça envoie la donnée. Donc c'est quand même vachement rapide une fois qu'on l'a en main, l'application. C'est quoi le nom de l'application? Sauvage de Maru. Ouais, application Sauvage de Maru. Avec le logo, normalement, il n'est même pas là, avec la petite fleur là, rouge. Et donc, troisième étape, saisir les données, comme je vous ai dit. Donc ça, on le fait directement sur Internet ou via l'application smartphone. Voilà, on voit l'application smartphone. Voilà, il n'y a rien à dire, à part que là, au bout là-bas, il y a donc la clé de détermination. On voit que là, en cliquant sur feuilles rondes et feuilles alternes, ici, eh bien, on a 58 résultats. Et en même temps, s'il y a des fleurs, c'est vachement plus facile parce qu'on met la couleur de la fleur, etc. Et petit à petit, les résultats diminuent et donc c'est plus facile à retrouver ça. On a le droit de se tromper, mais je crois que ça fait partie de la loi des programmes de recherche. Il y a tout le temps un facteur d'erreur à prendre en compte. Et ça, c'est sur le site internet. Donc, j'ai mis le site internet de Gentiana, mais Tela Botanica a aussi son... en fait, c'est exactement la même chose. C'est le même affichage. Donc, il faut noter la date, le lieu, la rue sur laquelle on a inventorié, etc. Et ensuite, et ça c'est bien, alors c'est pas mis à jour tous les jours, hein, mais il y a possibilité de visualiser les résultats. Donc là, c'est une image ancienne, mais par exemple sur la métropole grenobloise, en fait maintenant il y en a tellement d'observations que ça fait des gros ronds de couleurs, c'est marqué 150. Voilà, donc ça c'était au début, on voit le nombre d'observations, le nombre de stations, donc de relevés, et le nombre d'espèces inventoriées. Voilà, donc juste pour dire, il y a plein d'outils. On peut s'y perdre. Après, l'essentiel, je pense, c'est de rester sur un site en particulier. Donc là, Gentiana, on a une page complètement dédiée aux sauvages de Maru. Parfois, ça renvoie sur le site de Tela Botanica. Faut pas hésiter à aller fouiller. Il y a plein d'infos sur le pourquoi de ce programme, où trouver les outils, etc.
Et oui, il faut un peu de... Voilà, enfin, c'est bien toujours d'avoir un peu un retour. Donc, le muséum euh, propose des programmes, des lettres d'actualité pardon, sauvages de ma rue, où il y a régulièrement bah, des suivis des résultats de recherche. Donc 14 762 observations en 2019, il y en a un peu plus de 100 000 au total, et uniquement sauvages de ma rue. 935 espèces observées, 413 observateurs dans quasiment 200 villes, 664 rues observées. Et il faut savoir que la métropole grenobloise fait partie des meilleurs. En fait, sur certains résultats, on va peut-être le voir ensuite. Voilà. Là, par exemple, ils ont étudié la dépendance aux pollinisateurs selon les communes. Ils en ont pris 23 communes. Il y en a quand même 6 de la métro. Donc c'est énorme. On a un gros... Gentiana essaye de mettre un peu le paquet dessus. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on est un peu une ville au milieu de la montagne. Donc il y a aussi toute cette étude. C'est un peu le graphique qu'il y a ensuite. C'est étudier la densité du bâti en fonction des espèces qui vont être dépendantes aux pollinisateurs. Plus il y a de bâtis, moins il y a d'espace naturel et donc moins de pollinisateurs. Et donc forcément, les plantes qu'on va retrouver sont moins dépendantes aux pollinisateurs. Oui, il y avait aussi la question des îlots de chaleur, justement, comme je disais. Est-ce que les espèces plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse vont se retrouver plus en centre-ville? En vrai, a priori, il n'y a rien de très cohérent dans tout ça. Les résultats ne sont pas objectifs. Il n'y a pas de résultats significatifs. Et petite précision, il y a dans les espèces, là, dans les 900 et des brouettes espèces, il y a 2/3 d'espèces qui sont annuelles, c'est-à-dire qu'elles vont faire leur cycle sur une année complète. Donc ça peut être des cycles très courts. Donc 2/3 de plantes annuelles et 1/3 de plantes vivaces ou bisannuelles. Et forcément, hein, parce que comme on a envie d'évacuer toutes ces plantes, qu'on appelle mauvaises herbes, et celles qui résistent le mieux, c'est les plantes annuelles qui vont se ressemer d'année en année. Donc ça, c'est au niveau local maintenant. Alors, SNAP, c'est ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes. Pour info, territoire métro, c'est tout compris. Voilà. Et enveloppe urbaine, c'est uniquement les zones urbanisées, dont les parcs, par contre. Là, il n'y a pas... Donc, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'espèces en milieu urbain et beaucoup d'espèces exotiques envahissantes aussi. Justement, comme Gentiana travaille avec les collectivités sur la gestion différenciée, c'est à ne pas négliger la gestion en fonction du type de milieu. Il y a des endroits où il n'y a pas du tout besoin en vrai de faucher, de désherber, etc. J'ai un exemple, c'était une fois sur une formation, les agents des espaces verts ils disent ouais mais là c'est dur à entretenir ou quoi, et en fait on dit non mais si ça gêne pas le passage sur la piste cyclable, en fait pourquoi vous voulez absolument nettoyer en dessous la haie? Ah ouais c'est vrai, c'est pas bête. Enfin voilà, c'était... Donc voilà, un exemple, donc ça peut être soit du fauchage tardif, ça peut être soit sur des grands espaces du pâturage. Là, on sort un peu du sauvage de ma rue dans le sens où là, c'est des zones ouvertes, hein, ça peut être des parcs, etc. Mais il y a des zones comme ça en ville, justement, hein, les haies, ça peut être des toutes petites plates-bandes herbeuses. Ça peut valoir le coup de réfléchir à comment on entretient cet espace. Voilà, ça c'est quasi à jour pour
pour cette année pour le programme Sauvage de ma rue. Donc 707 taxons, il me semble que c'était 950 au total en milieu urbain. Donc c'est énorme. Sachant que oui, Sauvage de ma rue, c'est bien vraiment le long des rues. C'est pas par exemple sur les bords de l'Isère, d'accord? Voilà. C'était la petite nuance que j'ai oublié de préciser. C'est-à-dire que tout à l'heure, les 950 taxons en milieu urbanisé, le bord de l'Isère en fait partie. Mais dans le programme Sauvage de ma rue, c'est vraiment le long des rues, dans les quartiers, etc. Donc les chiffres du programme Sauvage de ma métro, donc toujours sur la métropole grenobloise, donc 12 182 données, ce qui est quand même assez conséquent. Donc le nombre de stations, les stations c'est le nombre de relevés, hein, donc relevé c'est sur le long d'une rue, ça peut être plus ou moins long hein, suivant notre temps et notre envie. Nombre de taxons, donc là ça a évolué un peu, ouais, en effet. Je viens de voir que le tableau n'est pas tout à fait à jour. Nombre d'observateurs, donc 135. Familles les plus représentées, donc il y a Astéracées, c'est tout ce qui va être famille des pissenlits, pâquerettes, enfin les fleurs qui font un peu des astéracées, quoi. Des soleils, je dis souvent. Les poacées, donc ça va être tout ce qui va être graminé. Et les fabacées, donc par exemple de la famille des trèfles. Ça, je trouve ça toujours intéressant de se rendre compte que des grandes rues comme celle-ci, il peut en fait y avoir énormément d'espèces. Et là, c'est le top 3 des rues avec le nombre d'espèces. Donc 157 espèces, c'est quand même pas mal. C'est juste pour donner un aperçu. Donc le programme Sauvage de ma rue au niveau national a commencé en 2012. Les données qui ont commencé à être intéressantes sont arrivées en 2013, le temps de faire un peu son réseau. Nous, à Gentiana, on a commencé 2015 et c'est juste pour vous donner un visuel de plus on en parle, et bien en fait plus on en fait et plus on a de données, donc plus c'est intéressant pour le programme de recherche au niveau national et en fait aussi pour nous parce que ça nous permet aussi de voir qu'il y a telle plante, alors ça peut être par exemple des espèces un peu rares, donc ça peut être des observations intéressantes, ça peut être des espèces exotiques. Et quand ensuite une commune nous dit, ben voilà, moi j'aimerais bien faire un inventaire des espèces exotiques parce que je sais que j'en ai dans ma commune, mais je ne sais pas comment les gérer, ben nous on a déjà un panel de données. Donc même au niveau local, ces données peuvent être intéressantes. Voilà, donc Grenoble, première en nombre de données. Donc ça, c'est pour donner une idée de toutes les familles. Alors, je ne suis pas grand botaniste, je suis animateur nature, du coup, je ne les connais pas toutes. Mais voilà, on retrouve Astéracées, donc les pissenlits, pâquerettes, etc. Poacées, donc tout ce qui va être les graminées. Fabacées, trèfles, plantaginacées, voilà. Donc là, j'ai mis en français pour que ce soit plus digeste. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le pissenlit, au rang national, il est au même niveau que au rang de la métropole. Mais il y a certaines espèces qu'on va retrouver, et nous en top 5, on va dire, même top 10, dans la métro. Par contre, ce n'est pas forcément les mêmes dispersions en fait, d'un secteur à un autre en France, mais ça paraît presque logique puisque les climats vont être différents et la gestion des milieux va être aussi différente en fonction des villes. Ça, c'est surtout pour les gens qui vont regarder la vidéo. Je vous en ai parlé, il y a différents outils. Là, j'ai mis 3 liens, mais il y a plein de choses à aller découvrir sur Internet. Je pense notamment aux lettres d'actualité. C'est vachement intéressant parce qu'on se rend compte aussi de ce que font les étudiants en recherche, parce que c'est beaucoup les étudiants, Nathalie Machon, elle les encadre sur des thématiques. Et du coup, il y a des rapports, etc. C'est intéressant, il faut prendre le temps, mais et surtout, comme ça date depuis plusieurs années maintenant, il y a aussi une évolution dans la réflexion.
ça c'est sympa à étudier. Souvent on nous dit ouais mais moi je connais rien en plantes. Donc comme je vous ai dit, en fait on n'est pas obligé de tout connaître. On a de quoi s'aider, on a le bouquin, on a l'application, mais en fait chaque donnée est intéressante et que oui, si le pissenlit arrive en top 1 au niveau national et même au niveau de la métro, c'est probablement parce que c'est une plante qui est assez connue. D'ailleurs, on dit donc en latin Taraxacum sp, parce qu'il y a plein d'hybridations, comme ici, ils peuvent aussi s'auto-féconder. Du coup, ça crée des espèces un peu, enfin voilà. Donc souvent, d'ailleurs, pissenlit, on dit pissenlit en français, Taraxacum sp en latin. Mais voilà, généralement, le pissenlit, tout le monde le connaît plus ou moins. Et alors, la petite fleur juste à côté, n'est pas notée, mais celle-ci aussi, généralement, on la connaît, c'est la pâquerette. Mais déjà, ça fait 2 espèces qu'on peut inventorier assez facilement dans nos rues. Celle-ci, c'est une espèce qu'on retrouve justement sur les murs. Donc, on l'appelle la cymbalaire des murs ou cymbalaire des murailles. Jolie petite fleur violette qui peut faire des grosses touffes. Elle a la particularité de se retourner vers le soleil, là, comme ça, quand elle est en fleur. Et ensuite, elle va chercher plutôt l'ombre jusqu'à espérer trouver une petite cavité, un petit trou dans le mur pour pouvoir y implanter ses graines. Elle, on ne la retrouve pas très peu. On ne la retrouve pas du tout au niveau des trottoirs. Donc elle va profiter du ruissellement de l'eau sur le mur pour utiliser l'eau. D'autres plantes qu'on va retrouver beaucoup sur les murs. Alors, la joubarbe au fond, on ne la retrouve pas vraiment dans le programme Sauvage de ma rue. Voilà, ça c'est vraiment une photo d'illustration. Mais les orpins, donc c'est les sédums, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça peut ressembler. Mais voilà, tout ça, c'est des plantes qui sont dites grasses, qui vont justement apprécier ces milieux plutôt secs. Et puis en fait, elles se font une réserve d'eau pour s'adapter en fait à ce milieu sec. Au milieu, on ne voit pas très bien, c'est un orpin, c'est l'orpin blanc qui fait des feuilles un peu plus grosses et plutôt rougeâtres et qui fait des grandes hampes florales blanches. Donc le pâturin annuel, donc il est annuel, il fait son cycle, il a vraiment un cycle très très court de reproduction. Il va pousser, faire l'inflorescence, faire ses graines et puis terminer. Voilà, donc c'est une autre adaptation qu'on peut trouver en milieu urbain. D'où l'intérêt d'ailleurs de pourquoi pas faire par saison pour voir quelle plante va rester, quelle plante va disparaître. Qui dit milieu urbain, dit milieu ouvert, où parfois il y a peu de concurrence, et on y retrouve aussi des plantes exotiques envahissantes. Je pense à celui-là parce que, en fait j'ai mis celui-là parce que beaucoup de gens le connaissent, c'est le Buddleia ou arbre à papillons. C'est un arbre qu'on achète en jardinerie, qui a pour réputation d'attirer les insectes pollinisateurs, notamment les papillons. Mais c'est vraiment envahissant. Il aurait d'autres problématiques comme un nectar peu nutritif, par exemple, alors que les insectes sont très attirés. Mais voilà, on le voit partout. En ville, on le voit partout aussi. On le voit au bord du Drac, notamment, il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi en milieu naturel, en fait, du coup. Ça pose une problématique. Et il y a le Paulownia, qui est un arbre, pareil, planté dans les jardins, donc échappé de jardin. Lui, on a de la chance, il n'atteint pas encore les espaces naturels, mais on le retrouve assez fréquemment, notamment au sein des fissures dans les trottoirs, au bord des murs. Voilà, donc qui est également envahissant. Et là, pour contrebalancer, donc l'arbre à papillon qui est quand même esthétiquement joli, même si l'esthétique c'est très subjectif.
Et à côté de ça, il y a des toutes petites plantes qui peuvent faire aussi des gros tapis sur les trottoirs. La renouée des oiseaux, qui est une plante complètement, enfin, qui fait des fleurs insignifiantes, je pèse mes mots parce que, mais voilà, comparé au buddleia qui fait des grandes hampes florales violettes, lui il a des toutes petites fleurs blanches et des petits traits verts. Voilà. Par contre, ça attire beaucoup les insectes. Et ensuite, elle fait, ses graines sont appréciées des oiseaux, d'où renouer des oiseaux en français. Mais voilà, même si elle est toute petite, elle fait des fleurs qu'on ne voit même pas comme ça, si on ne s'y penche pas. Et ben en fait, pour le coup, elle a tout son intérêt en milieu urbain et ailleurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, Sauvage de ma rue, c'est bien pour commencer, par exemple, si on a envie de s'intéresser à la botanique et on ne sait pas trop par quoi commencer parce que c'est très large, mais ça peut aussi être très intéressant pour les gens qui sont un peu plus confirmés et qui ont envie de chercher l'espèce un peu rare. Donc ça, c'est l'orchis géant qu'on peut voir sur certaines pelouses, notamment pelouses sèches en milieu urbain. Alors, dans le cadre sauvage de ma rue, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu une orchis géant. Par contre, dans certains parcs en milieu urbain, il peut y en avoir des orchis géants. Alors, l'aspirante d'automne, pour le coup, il y en a à Grenoble, juste à côté du parc Flaubert. C'est une orchidée rare qui apprécie les milieux plutôt secs, pas mal entretenue, donc soit par du pâturage, soit par de la tonte, et elle pousse en automne. Donc là, c'est la fin de floraison quand même, ça commence. Mais il y en a juste à côté du parc Flaubert. Là, je pense que ça peut être considéré comme sauvage de ma rue parce que c'est juste un petit bout d'herbe là, de plate-bande d'herbeuse. Donc voilà, ça peut être des espèces comme ça un peu curieuses et intéressantes à nommer. Et dernière espèce, donc celle-ci, je l'ai vue à Mélan, au bord d'un fossé, qui est le cirse de Montpellier. Voilà, donc une espèce qui apprécie les cours d'eau. Et voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Un grand merci. Des questions? Oui. Il y a quelques années, il y avait eu un MOOC qui fait partie de la Botanica. Oui. L'enseignant avait fait quelques sorties. Oui. D'ailleurs, le MOOC, il a recommencé pendant le confinement. Voilà, il a eu lieu. En fait, Tela Botanica, comme ils sont au niveau national, justement, ils essayent de développer des outils comme ça de connaissance de la flore pour l'ensemble de la France. Il y a des MOOC, il y a aussi des formations pour les gens qui ont envie de progresser dans l'enseignement, par exemple. Ils proposent aussi des outils, des mallettes. Voilà. Il y a un grand jeu, là, il y a un escape game. Alors, il faut imprimer, il faut potasser, mais sur les plantes, c'est une histoire d'un chercheur, je crois, qui cherche des plantes pour. Enfin, voilà. Mais il développe pas mal d'outils comme ça. Les sorties, je ne sais pas du coup. Et Gentiana n'organise pas. Alors, Gentiana, ils organisent des sorties, donc beaucoup de sorties pour les adhérents, parce que ça va être des bénévoles qui vont encadrer, et on propose aussi des sorties pour du grand public. Donc, soit c'est demandé par des collectivités, ça peut être pour des médiathèques, bibliothèques, etc. Il y a le GEP aussi, j'ai oublié de le dire, mais avec le GEP, souvent on fait une ou deux sorties sauvages de ma rue avec eux. Donc le GEP, je ne sais plus exactement, mais c'est l'association des étudiants là, sur le campus pour l'environnement. Voilà, le groupe universitaire. Voilà. Mais ça s'écrit comme une GEP. Donc on fait avec eux. Voilà. C'est ce qu'on propose. Voilà. Et puis après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'accompagnement des collectivités dans la gestion de leurs espaces.
que j'ai pas dit, il y a d'autres programmes. Donc là, il y a Sauvage de ma rue, mais justement, l'Aspirante d'automne et Orchis géant. C'est aussi des programmes on a un programme qui s'appelle Mission Flore, lancé également par Tela Botanica, pour repérer quelques espèces. Je crois qu'il y en a peut-être une vingtaine au total au niveau national. Et du coup, c'est pour mieux se rendre compte de la répartition de certaines espèces. Voilà, donc l'Aspirante d'automne en fait partie, et l'Orchis géant également. Voilà ce qu'on peut dire. Oui. Est-ce qu'à partir de toutes ces données sont réalisées justement des cartes de répartition des espèces au niveau, par exemple, de la métropole de Grenoble? Oui. Avec une évolution peut-être dans le temps d'une année sur l'autre, avec des... Alors ça, c'est complètement possible. Après, souvent, c'est sur demande. Hein. C'est-à-dire que... Alors, sur Gentiana, sur le site de Gentiana, il y a déjà une possibilité, c'est pareil, hein, c'est pas mis à jour à chaque fois parce que donc entre notre base de données qu'on a créée pour la flore de l'Isère et ce qu'il y a sur le site, il y a tout le temps un temps de latence de quelques années, mais en tout cas sur notre site, on peut aller repérer déjà des espèces au sein des communes ou des villes. Là, on tape Grenoble et puis on a toute la liste des espèces. Donc si on recherche une espèce en particulier, il y a possibilité. Et après, sur demande, par exemple, une commune, alors depuis les nouvelles municipalités, il y en a pas mal qui nous sollicitent, mais pour faire des atlas de la biodiversité communale, et ben en fait, nous on a déjà en effet une carte et on peut voir les évolutions. Alors c'est suivant les objectifs des communes, hein, mais en tout cas, on peut avoir une carte de la commune avec des points précis de où se trouve la donnée. Et sur Grenoble, par exemple, là, depuis qu'il y a moins de fauchage enfin, systématique, etc., on voit des zones où il y a beaucoup plus de plantes qu'il y a quelques années. Donc là aussi, on peut comparer du coup, ouais. et voir. Et du coup, est-ce que ça se traduit très concrètement par une augmentation des espèces? C'est très concret, oui. Alors, j'ai pas de chiffres en tête, oui. Mais même Nathalie Machon, qui du coup a le regard au niveau national, elle dit c'est flagrant en fait parce que justement les plantes ont le temps de finir leur cycle. Avant la moindre herbe, on voulait l'arracher, on voulait l'enlever. Il y a également, je pense, la gestion périphérique à la ville. Les fossés, on va un peu moins les faucher. On va laisser tout ça, toute cette vie aussi extérieure à la ville, qui fait que probablement, autant flore que faune d'ailleurs, hein, de plus en plus on en retrouve en ville. Est-ce qu'il y a des écoles, des classes qui sont engagées dans ce programme avec vous, avec Gentiana, et qui s'engagent, on va dire un enseignant qui s'engagerait tous les ans à faire relever des rues proches des écoles, parce qu'il y a des connexions comme ça, un peu formalisées avec des écoles ou des classes? Il n'y a pas de connexion formalisée sur du long terme. Par contre, oui, on a déjà, même moi d'ailleurs, j'ai fait une animation auprès de collégiens. Voilà, ça va être surtout connaissance du programme et puis comment réussir à déterminer une plante, comment l'observer. Et puis en milieu urbain, c'est-à-dire dans la cour du collège, c'était ça. Et puis là, avec le confinement, etc., ça a été un peu compliqué, mais en tout cas, j'ai eu au téléphone une professeure en lycée qui, avec ses élèves, elle a vraiment voulu faire le protocole de A à Z. L'idée, c'est que j'intervienne, mais comme il y a eu le confinement, les vacances, etc., elle a dit, mais moi, il me faut absolument tout de suite maintenant, enfin bref. Donc elle a fait son truc, et même l'a fait très bien. Donc elle emmène toutes les semaines, là, depuis quelques temps, un petit groupe d'élèves pour inventorier différentes rues autour du lycée Stendhal. Voilà, et après, son idée, c'est de voir où peuvent aboutir les résultats. Donc je lui ai transmis les lettres d'info de Sauvage de Marie, etc. Voilà, c'est pas de l'échange sur du long terme, mais en tout cas, il y a en effet beaucoup de collèges ou lycées et même des médiathèques, etc., qui sont intéressés par le programme, mais du fait que la nature, elle est juste à côté de chez nous, il faut juste aiguiser son œil pour pouvoir l'observer, quoi. Je pose la question parce que je trouve que c'est un super outil pédagogique pour des classes, même je pensais plutôt dans l'esprit, il y avait aussi des écoles élémentaires. Voilà, c'est un super outil pour sensibiliser les enfants et les plus grands. Et d'ailleurs, sur les sites, d'ailleurs, lequel exactement, je ne sais pas, parce qu'il y a un site Sauvage de ma rue, il y a un site Tela Botanica, enfin bref, il y en a un peu partout, mais il y a des outils pour les enseignants, justement, comment approcher le projet, le sujet, en fait, auprès des élèves. Et je pense que,
en vrai, c'est faisable même dès la primaire, parce que observer une plante, observer, voir si elle est poilue, pas poilue, si elle a des épines, pas d'épines, etc. C'est du possible en fait avec Les des enfants élèves. sont réceptifs en plus à reconnaître ce jeu un peu d'énigmes, de Ouais. retrouver des Ouais. Mais je pense que même les lycéens, en fait, ils sont. Alors, après, on a tous des intérêts différents. Donc, ça, on peut pas le nier. Mais d'après ce que la prof du lycée là me disait, en fait, ils sont intéressés par cette recherche, par la détermination, par comprendre. Voilà. Et puis, alors, ça, c'est pas une clé de détermination, mais quand on utilise une clé de détermination, c'est un peu. Comme une chasse au trésor, quoi. Alors, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir? Enfin, moi, je sais que j'aime bien, mais du coup, ça amène un enjeu sympa, même pour des lycéens ou des collégiens. Et ce qui est bien aussi, je trouve, c'est quand il y a un intervenant extérieur, le regard est aussi différent des élèves que quand c'est son professeur directement. Et au niveau des agents municipaux, Oui. par rapport à la notion de mauvaises herbes, etc., puis d'entretien de la ville, en fait, ça doit pas être... Enfin, vous en avez parlé tout à l'heure, mais c'est pas évident de faire changer les... Enfin, est-ce que du coup, il y a des, entre guillemets, des ordres ou de pas nettoyer telle rue ou de pas... L'ordre, il vient de la hiérarchie, en fait. C'est ça, ouais. Il vient pas de la loi. Moi, ce que j'ai compris en un an de travail à Gentiana, c'est que l'idée, c'est qu'il y a vraiment des zones qui sont très piétonnes, etc. D'ailleurs, on va dans le centre-ville, dans le vieux centre-ville de Grenoble. Pour voir une plante, c'est un peu compliqué, à part à la rigueur des plantes sur des vieux murs, etc. Mais sinon, c'est hyper compliqué. Et d'autres zones qui sont beaucoup moins piétonnes et beaucoup moins touristiques, etc., qui vont pas être nettoyées. Voilà. Après, il y a aussi tout plein de débats de est-ce que ça détériore les murs, est-ce que ça détériore le trottoir, est-ce que il y a tout ça et les allergies. Enfin voilà, il y a plein de débats. Donc tout ça, après, c'est politique, ça se décide au sein de la ville. Est-ce que Gentiana pratique le marquage au sol des noms d'espèces? Oui, ça arrive. On a un petit volet street art, botanique, street art bota, qu'on a fait, c'est pareil, juste après le confinement, donc ça aurait dû être plus tôt, mais sur le quai Saint-Laurent. Voilà. Et après, moi j'aime bien en animation, surtout quand il y a les enfants, je leur dis d'écrire le nom des plantes et tout, ils aiment bien, à la craie. Ça disparaît très rapidement avec la pluie, mais du coup c'est... Ouais. C'est un moyen de marquer l'œil. Hein. Alors après, c'est vrai que sur le street art, il y a eu il y a eu des critiques, mais la critique est très facile sur les réseaux sociaux, je trouve. Mais il y a eu beaucoup de critiques de ah oui, mais ça salit, etc., etc. Bon, on était sur les quais Saint-Laurent, donc il y a déjà beaucoup de déchets. Mais voilà, mais en tout cas, à côté de ça, les gens qui sont venus nous voir nous ont dit ah mais c'est trop bien parce que c'est fou, on passe devant tous les jours, surtout quai Saint-Laurent où il y a la piste cyclable, donc on a bien fait de marquer les noms en gros sur le passage des cyclistes. Et en fait, il y en a plein qui se sont arrêtés et qui nous ont dit mais c'est génial parce que on voit pas en fait. Et même au-delà de connaître les noms des plantes, etc., juste dire ah ouais mais il y a des plantes en fait. Enfin juste ça. Voilà. Donc ça nous arrive de marquer. Voilà. D'ailleurs, on a même des petits bonhommes aussi qui montrent les plantes qu'on colle. Vous avez vu ça du coup, j'imagine? Non. Okay. Je l'ai pas vu pour Grenoble. Ok. C'est Saint-Laurent. Mais du coup, ça se fait pas toujours. Hein, mais ça fait, je crois que c'est la deuxième année là, Street Art Bota qu'on a fait cette année. Est-ce que justement pendant le confinement, on avait le droit de se balader dans des petites rues, enfin pas loin de chez nous, on était assez limité, est-ce que ça a développé du coup des gens comme une activité de petites balades quotidiennes autour de ce programme-là? Et si oui, est-ce que justement le fait qu'il y ait moins d'activité humaine, moins d'activité industrielle, etc., ça a fait développer des plans qui ne poussaient pas tant les années précédentes? Alors, l'opportunité de sortir de ça parce qu'il y a une activité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a reçu plein de mails en disant oui, il y a des orchidées en milieu urbain,
comment on fait pour intervenir auprès des agents des espaces verts pour pas qu'ils coupent. Voilà, c'était beaucoup les orchidées. Alors il y a plein de plantes, mais les orchidées c'est pareil, hein, c'est une entrée dans la botanique et ça marque parce que c'est gros, c'est graphique. Donc on a eu beaucoup de gens qui nous ont interpellés comme ça, alors même si c'est des orchidées pas rares du tout, mais du fait du confinement, en plus souvent c'est précoce ces orchidées, donc elles ont poussé et puis après en juin elles finissent leur floraison quoi. Mais ça a été flagrant et d'ailleurs il y en a une, elle date un peu, c'est un peu de la triche parce que je sais là, celle-ci, c'était juste devant le rectorat quoi, de Grenoble. Donc c'était génial d'avoir des... C'est pas une espèce rare, mais c'est une espèce jolie. Et puis voilà. Mais elle est assez fragile, il suffit qu'on la fauche régulièrement, elle a du mal à partir. Quoi. Mais en tout cas, les plantes sont là. C'est pour ça que je me dis, pour rebondir justement sur le regard des gens, c'est que je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la sensibilisation. C'est pour ça que quel terme on utilise, peu importe, sensibilisation, éducation. Mais en tout cas, il y a tout un truc à faire parce que c'est joli en fait, une friche. Enfin, mais en même temps, j'imagine un parc avec une pelouse haute jusqu'aux hanches. Bon, c'est un peu moins sympa. Mais je me dis, au bord des haies, ça peut être ça, ou le long d'un chemin, et puis il y a des entrées. Enfin, bon, après, il y a plein de choses à faire et à définir. Voilà. On peut prendre une dernière question, peut-être. L'extension vers le monde animal, les insectes. J'ai pas entendu. L'extension vers le monde animal, les insectes, il y a des choses. Pour Gentiana ou pour Gentiana est spécifique botanique, donc non, mais après j'ai un peu de connaissances, mais il y a plein de choses qui se travaillent, notamment par rapport au refuge des animaux. Donc ça peut être autant des hôtels à insectes que des tas de bois qu'on va installer à droite à gauche au pied des haies par exemple, des gîtes à chauves-souris, etc. Et justement, oui, le fait d'avoir des patchworks de végétaux à droite à gauche dans la ville, ça permet aussi une connectivité un peu plus facile pour la faune. Et en termes d'observation, comme nous on ne fait pas du tout. Du coup, là, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Parce qu'il pourrait y avoir des croisements avec des observations. Complètement. Mais du coup, ça. Des insectes, mais ça peut être d'autres espèces complètement. Qui vont investir le milieu urbain par la présence de certains. Alors du coup, ça se fait vraiment quand il y a une demande particulière des collectivités, justement la classe de la biodiversité communale. Bon ok, nous on a repéré telle et telle zone sont potentiellement intéressantes pour nous les végétaux, mais du coup forcément pour vous les animaux, insectes, oiseaux, etc. Et bien à la Bastille ça se fait pas mal, où on est en lien avec d'autres associations qui étudient plutôt la faune. Et il y a des zones qui sont intéressantes pour la biodiversité au niveau végétal. Et en fait, ils étudient la faune sur ces mêmes milieux parce que forcément, il y a une interaction. Ça répond un peu... Oui. Là, c'est beaucoup sur les fleurs, mais vous inventeriez aussi les arbres, tout ça ou pas? Eh bien, on peut, oui. En fait, alors, dans le Sauvage de ma rue, il y a également les arbres. Mais c'est vraiment les plantes et les fleurs et les arbres sauvages, hein. Donc pas les arbres plantés. Et oui, après, en fait, on prend toutes les données. Tout peut être intéressant justement pour, même si ça semble insignifiant, eh bien, ça peut être intéressant parce que dans 10 ans, peut-être que telle et telle essence ne seront plus présentes à cet endroit. Merci d'être. Merci à vous, un grand merci.